Un salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine en vue de mesurer l'impact de la maladie à coronavirus sur le développement de l'économie locale. Et puis au Burkina Faso, une attaque djihadiste fait au moins 47 morts, dont 30 civils, 14 soldats et 3 supplétifs de l'armée. Le président burkinabé a décrété un deuil national de 3 jours. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Première édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine autour du thème impact de la Covid sur le développement de l'économie locale pendant 4 jours. Donc, les femmes venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire vont participer à des formations, des rencontres B2B à Grand-Bassam, à Rosemonde, Kini, Anissette Kona. Ramia, Joshua, venez. Amissa Akwa, cette jeune femme au foyer, s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2019. Elle a été affectée par la Covid-19 en mai 2020. Pour l'instant, je travaille ici à la maison. J'ai débuté depuis 2019, mais avec le Covid-19, on avait arrêté les activités et tout. Depuis octobre 2020, j'ai repris les activités. Ce matin, pour rehausser ses activités, Amissa Akwa s'apprête à se rendre au salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine qui se tient dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. C'est une opportunité pour nous de participer au salon pour l'autonomisation de la femme qui se déroule en ce moment ici à Grand-Bassam. Je compte y aller pour découvrir de nouvelles personnes. Entrepreneuriat féminin, l'impact de la Covid-19 sur le développement de l'économie locale, c'est le thème de la première édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine. Salon qui se veut un cadre idéal pour la promotion des talents féminins. Des expositions. Ce sont des produits qu'elles présentent et ces produits-là contribuent à l'économie locale et comme à l'économie nationale. Et donc ici, nous voudrons montrer aux yeux de tous le rôle de la femme dans l'économie locale pour montrer qu'elle apporte toujours une plus-value à tout ce que nous remarquons concernant la croissance économique. C'est une initiative qui cadre parfaitement avec notre programme d'action. Vous voyez l'entrepreneuriat de la femme, l'autonomisation, ce sont des questions clés, des priorités du gouvernement. C'est même la vision politique du président de la République. Des femmes autonomes, des femmes qui participent à leur propre prise en charge d'abord, celle de leur famille, et qui participent au développement du pays. Donc c'est vraiment une contribution que nous valorisons. Comme Amissa Akwa, les participants espèrent à l'issue du salon avoir un appui financier. Si tu as vu qu'on a eu de courage pour venir prendre ces stands-là pour présenter notre produit en chair de fonds. La première édition du salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine s'inscrit dans une importante plateforme de contact, de rencontres, de formation, d'échanges et de partage entre les femmes venues de toutes les villes du pays. Et ce sont au total 3300 femmes qui y sont attendues. Un mot de religion, les chiites commémorent aujourd'hui l'Achoura, le martyr de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, qui invite au pardon, à la solidarité, à l'honnêteté et à l'amour. Le reportage Alassane par Gandrabo. Ils sont restés fidèles à la tradition. Ces fidèles et membres de l'association Al-Gadir ont encore donné de leur sang ce matin pour sauver des vies. Un acte symbolique en mémoire de la tragédie de Karbala en Irak, où l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a été assassiné. Vous savez, quand on sauve des vies humaines, ces personnes sauvées seront actives sur le plan économique. Donc c'est un acte de générosité. Cette année, malgré la crise à Covid-19 qui sévit, nous n'avons pas vraiment laissé cette occasion. Comme tous les ans, cette opération de don de sang à l'occasion de la commémoration du martyr de l'imam Hussein a bénéficié du soutien du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. L'association Al-Gadir a contribué depuis 23 ans à des opérations de grande envergure de don de sang en faveur des Ivoiriens. Nous venons non seulement leur dire merci, mais aussi manifester notre reconnaissance à travers les gestes de don de sang qu'ils posent chaque année. Achoura est un jour de pleurs et de lamentation pour cette communauté musulmane en raison de la douloureuse histoire de l'assassinat de leur guide, l'imam El-Hussein, et ses compagnons dans le désert aride de Karbala. Cette commémoration est aujourd'hui, selon le guide spirituel de l'association Al-Gadir, une aubaine pour prôner l'amour, l'honnêteté et la loyauté envers la nation ivoirienne. Honnêteté, ça veut dire de vivre les valeurs
religieuse comme il se doit, c'est-à-dire dans le service de l'humanité, avec la tolérance, avec la générosité, la loyauté envers la Côte d'Ivoire. Nous étant des communautés qui se sont déplacées de beaucoup de pays africains et non africains, nous avons trouvé notre confort ici en Côte d'Ivoire. Donc, le moindre des choses, c'est que les cérémonies religieuses nous apprennent à être loyaux et à être reconnaissants. Tous les ans, depuis 1998, l'association Al-Gadir collecte plus de 170 000 poches de sang à l'occasion de cette commémoration. Une marée humaine au karting de Marcory pour commémorer le martyre de l'imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Nous sommes le 10 Muharram, premier mois du calendrier islamique. Venus de toute la commune d'Abidjan, ces fidèles, membres de l'association islamique Al-Sadek, écoutent avec émotion le récit du martyre de l'imam Hussein. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève. C'est un message de paix, d'amour, de fraternité que nous voulons envoyer aussi à travers de l'imam Hussein, surtout dans notre deuxième patrie, la Côte d'Ivoire. C'est dans un élan social. Comme chaque année, comme nous faisons beaucoup de choses, nous intervenons dans le domaine social et c'est dans ce cadre-là que nous faisons aussi des collectes de dons de poches de sang pour permettre vraiment à la banque de sang ici d'avoir le maximum afin de venir en aide à tous ceux qui en ont besoin. Sous la tente de Karbala, comme l'on l'appelle ici, les fidèles ont également fait don de leur sang pour sauver des vies, disent-ils. L'imam Al-Hussein a donné son sang pour sauver le monde, pour sauver l'humanité, pour donner le message de la paix. Nous aussi, on donne notre sang pour sauver des vies et par amour pour l'imam Al-Hussein. La commémoration du martyre du petit-fils du prophète de l'islam a pris fin par des louanges et des chants en souvenir de l'imam Hussein. Et puis l'ambassadeur du Qatar et le président du COSIM ont échangé aujourd'hui. Ils ont abordé plusieurs questions, notamment celles relatives au développement. La rencontre s'est déroulée à Adjen, dans la commune de Cocody. Le reportage de Anissette Konan. Ils se sont rencontrés au cabinet du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire. Les échanges entre le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, et Jaber Jarala Almari, ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, ont essentiellement porté sur les relations d'amitié et de coopération entre l'instance islamique et la République du Qatar. Cette première rencontre est une bonne chose selon moi. L'État du Qatar est et sera toujours auprès du COSIM pour l'avancée des projets comme le financement de l'UMA, l'Université musulmane africaine, et compte faire beaucoup plus pour maintenir les relations. Occasion pour le guide suprême de la communauté musulmane d'exprimer sa gratitude à l'État du Qatar, un partenaire dont le soutien dans la réalisation des projets de la communauté musulmane n'a jamais fait défaut. Il nous a apporté surtout des bonnes nouvelles. L'État du Qatar avait soutenu le COSIM avec un montant de plus de 80 millions pour l'Université musulmane africaine. Le COSIM avait demandé l'aide pour la construction d'un centre de santé et d'une mosquée. Il nous a informé que les fonds maintenant sont disponibles au niveau de l'ambassade et que nous devons passer à la phase de réalisation de ces projets. Cette visite de courtoisie a été l'occasion de faire des prières pour les défunts cheikhs Aïma Bouakari Fofana et Mamadou Traoré, mais aussi l'occasion de présentation des vœux du Nouvel An musulman et l'annonce de l'implantation de l'ONG Qatar Charity en terre ivoirienne pour la poursuite de bonnes actions afin de consolider les liens de fraternité entre l'État du Qatar et la Côte d'Ivoire, particulièrement le COSIM. En sport, le président du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations et le ministre de la Communication, eux, ont parlé des actions des médias relatives à l'organisation de la CAN 2023. Le reportage de Konaté Ngablé et de Sylvain Risso de RTI Sport. Les actions de communication médias étaient au cœur de cette rencontre d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amichia, et Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et des Médias. Entouré des responsables des commissions techniques, le président du COCAN a exprimé quelques préoccupations avant d'annoncer le choix de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI,
comme télédiffuseur hôte. Il nous faut aujourd'hui formaliser un cas de collaboration entre le COCAN et la RTI. C'est le seul moyen, le média que nous pouvons le mieux utiliser en Côte d'Ivoire et qui est susceptible d'être suivi par la majorité de nos compatriotes. Comme lors de ses précédentes visites, le COCAN a eu l'assurance du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Amadou Coulibaly a d'abord salué les avancées des préparatifs de la compétition avant de rassurer François Albert Amichia du soutien total de son département ministériel. Ce dont je peux vous assurer, c'est de notre soutien total. Je verrai avec le directeur de cabinet pour que le plus rapidement possible, nous-mêmes, on puisse mobiliser le ministère autour donc de ce projet. Un projet qui doit engager toute la Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, les médias sont appelés à se mobiliser en vue d'assurer une grande visibilité et garantir le succès médiatique de la compétition. En moins de 2 mois, François Albert Amichia et ses collaborateurs ont visité 7 ministères impliqués dans l'organisation de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Prochain rendez-vous au calendrier du COCAN, la visite des infrastructures sportives devant abriter la compétition au cours du mois de septembre. Hors de chez nous, au Burkina Faso, une attaque djihadiste a fait au moins 47 morts, dont 30 civils, 14 soldats et 3 supplétifs de l'armée. Les assaillants s'en sont pris à un convoi militaire qui escortait des civils dans le nord du Burkina Faso. Le président burkinabé a d'ailleurs décrété un deuil national de 3 jours. Le récit de Joël Gossé. Le pays des hommes intègres, une fois de plus endeuillé. Mercredi, 47 personnes, dont 30 civils, 14 soldats et 3 supplétifs de l'armée ont été tués dans une attaque menée dans la commune de Gogazi, dans le nord du pays, zone dite des 3 frontières à cheval sur le Mali et le Niger, par des djihadistes présumés contre un convoi militaire escortant des civils, a annoncé le gouvernement burkinabé. L'attaque qui a également fait 19 blessés a eu lieu alors que les forces de sécurité étaient en mission de sécurisation des civils en partance pour Arbanda. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce jeudi pour rendre hommage aux 47 personnes tuées. Selon toujours le décret, durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites. Cette attaque est la 3e d'une série qui a fait à chaque fois plus d'une dizaine de morts en 2 semaines contre des soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste du nord et le nord-ouest du Burkina Faso. Le Burkina Faso, pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, est en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est. Ces attaques, souvent attribuées aux groupes djihadistes affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda, ont fait plus de 1500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer. Tout ça pour rien. Ce sont les mots d'un père de soldats français tués en Afghanistan lors d'une cérémonie en hommage à ce soldat justement qui a été tué en Afghanistan en 2008, qui a eu lieu en banlieue parisienne. La reprise du pays par les talibans attise l'amertume et la colère de ses proches. Montverin, France. Tristesse et amertume dans ce cimetière de banlieue parisienne. Ses proches rendent hommage à un soldat français mort en Afghanistan. Tout ça pour rien. On a 89 soldats français de mon fils qui sont morts pour rien. Ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour rien, ou peut-être d'autres intérêts, mais ceux-là, nous ne les connaissons pas, ou du moins si nous les connaissons, nous ne pouvons pas en parler. Julien Lepin a été tué dans l'embuscade d'Ouzbène. Je ne comprends pas comment tous ces gens, tous ces présidents mettent un genou à terre, se plient, c'est pitoyable. C'est pitoyable, je ne sais pas comment ils peuvent se regarder dans la glace. La France a été présente militairement en Afghanistan jusqu'en 2014. Le pays vient de retomber aux mains des talibans. Et on laisse un pays entre les mains de sauvages, de barbares, qui ont déjà rétabli la charia, qui ont déjà commencé leurs exactions. C'est hallucinant, nous sommes au XXIe siècle.
Voilà, c'est sur ces images que s'achève ce journal. Portez-vous bien.